Vous vous souvenez de l'épisode 1 ? Intéressé par ces 415 000 km au compteur et convaincu par les 1500 € demandés, j'avais été jusqu'à Rouen pour récupérer un véhicule plus efficace que le ML dans sa mission de vider les réserves mondiales de pétrole. On s'en était servi aussi comme véhicule de support pour une autre mission qui sera prochainement documentée sur la chaîne. Une fois arrivé au bercail, je l'ai amputé à regret d'un de ses principaux attraits, la bande son. C'est vrai ? C'est moins fun, mais rien, sa nouvelle sonorité évoque l'asthme et l'emphysème. J'avais aussi déposé les marchepieds et justement on va poursuivre ce set lancé dès maintenant en coupant toutes les zones où l'acier est plus proche du choc à pic que du bas de caisse. J'ai aussi coupé un petit morceau de la zone sauvable pour que ça puisse servir à guider le pliage d'une future tôle de rechange. On peut mieux apprécier l'excellent état de la zone qui a le plus accumulé de boue au fil des années. Parce que là, il y a un souci de conception pour que de chaque côté on ait de beaux trous et rien ailleurs. Sauf que là, j'ai pas de tôle assez grande sous la main, ni de plieuse pour faire ça bien, donc on va s'occuper autrement. Vu le poids de l'engin et la robustesse de mon pont reconnu mondialement, on va vraiment devoir reprendre goût à la réputation. Ouais, je sais pas combien de temps je vais supporter de même pas reconnaître un V8 à sa sonorité. Bref. On n'est pas obligé de ramper sur les copeaux d'acier ni sur les mottes de terre, donc on va arranger notre zone de travail, ce qui me permet de vous montrer une vidéo de moi en train de passer le balai. Mais je me dis qu'après tout, c'est pas plus con qu'une vidéo d'unboxing. À 400 000 et quelques kilomètres, il est temps de refaire une vidange de boîte. Je sais pas de quand date la dernière, mais là il faut pas prendre de risques. J'ai de nouveau dévalisé le shop de Racing Lube. Bah, on va voir dans quel état elle est dans ce carter. En espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Je pensais pas qu'un jour, à mes yeux, le bruit ce serait un argument pour me trouver un nouveau cric, mais il faut admettre que celui-là, il doit faire beaucoup moins chier les voisins. Alors c'était pas ma première vidange de boîte auto et le fait qu'il y ait un tube de remplissage et de contrôle avec jauge me laissait espérer une partie de plaisir, mais c'était sans compter le bouchon de vidange ultra serré ou la perversité des ingénieurs GM qui laissent traîner des supports de câbles empêchant la dépose de carter. Ah putain. Voilà. Ça c'est pas bon. Elle est bien foncée. Il était temps de la changer. Mais ça a été déjà fait un certain nombre de fois, hein, parce que elle est pas si moche. Elle ne date pas d'hier, mais elle est pas trop moche. Voilà donc le moment où je réalise que l'échappement est bien sur le chemin en plus du support de câble que j'ai retiré juste avant. Autant dire que vu l'expérience de l'épisode 1 concernant la visserie de l'échappement, j'ai pas vraiment envie de m'y aventurer. On va plutôt tenter de remonter l'arrière de la boîte en la dévissant du support.
Maintenant, il faut encore réussir à écarter suffisamment le support que j'ai mentionné plus tôt. Vous connaissez la règle quand on n'arrive pas à s'en sortir avec un outil? Bah, on va chercher le même mais en plus gros. Évidemment, moi je vous fais profiter de la version courte, hein, ça a duré une bonne demi-heure. Il n'y a pas de grosses particules, que des résidus de friction. C'est bien. Visiblement, c'est une boîte qui est en bon état. Pour éviter de trop galérer pendant la repose du carter, j'applique une fine couche de silicone. Pas vraiment pour l'étanchéité, mais surtout pour éviter que le joint neuf se désaxe. On va profiter du temps de séchage pour remplacer la crépine. Voilà un montage qui marche à la confiance. La crépine tient que par le joint. Dommage pour vous, vous me verrez pas galérer comme un phoque pendant 10 minutes parce que... Non, pour le remontage, ça s'est plutôt bien passé. Puisque j'étais déjà en train de baigner dans l'huile, autant continuer. L'huile moteur ressemblait à celle d'un diesel. Il est probablement temps de s'en occuper. Avec ces mécaniques, on est confronté au même problème que j'ai déjà expérimenté avec la Caprice. On a souvent envie de grimper dans le compartiment moteur pour que tout soit à portée de main. Sauf que, contrairement à la vieille Chevrolet, là il y a plein de foutoirs en plastique. Donc il vaut mieux éviter au risque d'avoir à prononcer des phrases comme « Merde, j'ai marché sur la vanne EGR » ou « Mince, j'ai pété mon petit orteil sur la pompe de lave-glace ». Donc j'ai remis le moteur en huile, maintenant je vais faire pareil avec la boîte et je sors l'un de mes outils préférés, la pompe à huile électrique. Avant d'en mettre dans la boîte, je purge le circuit dans un bidon vide histoire d'éviter de verser autre chose que de l'huile prévue dedans. Avec cette méthode et ce genre de boîte, c'est franchement une partie de plaisir. Si seulement tous les constructeurs avaient continué à utiliser les jauges pour les boîtes de vitesse et non plus les systèmes à débordement qui, je suis désolé, sont vraiment à chier. On continue dans la remise à niveau mécanique avec le remplacement de l'allumage ou plutôt l'arrachage de tous les anciens faisceaux de bougies parce que sur les 8, il y en a peut-être 2 seulement que j'ai réussi à déposer sans les arracher. Mention spéciale aussi à l'antiparasite qui est venu avec la bougie, c'est-à-dire qu'elle était très bien serrée. Bon bah on a un lot de bougies sans histoire.
Un peu usé, mais bon mélange. Rien de spécial, quoi. Franchement, je ne peux pas espérer tellement mieux. Ensuite, histoire de mettre toutes les chances de mon côté pour une future dépose supplémentaire, j'ai appliqué de la graisse cuivrée sur la connexion supérieure des bougies. Donc vidange de boîte ok, vidange moteur check et allumage, c'est fait. On peut passer à la suite qui sera peut-être un peu plus intéressante à regarder. Comme je l'ai dit à la fin du premier épisode, on va faire quelques ajustements esthétiques. On en profite que le projet soit pas monstrueux cette fois. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai acheté des jantes neuves. Parce que... Alors celles-là déjà, elles sont vraiment moches. Je veux dire, en mauvais état. Souvent avec les jantes en aluminium poli et vernis par-dessus, ça tient pas. Sans parler des pneus qui étaient complètement défoncés. Et puis elles sont moches, je trouve. Donc plutôt que de m'emmerder à les refaire, j'ai hésité à les peindre en noir, mais c'est beaucoup de travail quand même. On va plutôt prendre un raccourci, onéreux certes, encore que je suis juste pas habitué à dépenser autant dans des jantes. Voilà. Ça, ce sera plus à mon goût. Et oui, il y a un trait commun avec les jantes qu'il y a déjà sur la Caprice, mais voilà. J'aime bien ce style sur les américaines en général. Autre élément qui a contribué à ma décision, c'est les pneus. On va passer en 17 pouces, parce que ça rendra la chose un peu moins bateau. Pas mal rouillé en fait là, j'avais pas vu. Et autre chose aussi, c'est que j'ai trouvé ce pneu, il y avait manifestement une erreur sur un site bien connu, et ils les vendaient 21, 23 € le pneu. Donc j'ai acheté les 4 pneus moins chers qu'un seul, parce que ils s'en sont rendus compte après et ils les ont mis à 98 €. Mais voilà, ils ont eu la correction de me les envoyer et pas me dire oh pardon il n'y en a plus, on annule votre commande. Ça rembourse une partie des jantes. Mon choix c'est donc porté sur des gosses modulars, des jantes acier à un peu plus de 100 € l'unité. C'est de l'entrée de gamme, mais j'avais vraiment pas envie d'y mettre beaucoup plus. Que ce sera la seule et unique fois où je vais reconfigurer ça pour du cigoujon. Est-ce que seulement on peut le faire d'ailleurs avec cette machine? Et en fait on se met sur 3 et c'est bon. 3. Si quelqu'un a quelques vis rapides pour une équilibreuse Facom comme celle-ci, ou carrément un plateau pour montage sur alésage central, faites-moi signe. Il y a moyen qu'elle galère un peu à les faire tourner ces roues parce que les jantes sont lourdes, les pneus sont lourds. Oh putain. Pour moi non plus. En fait, la machine a 2 doigts de basculer vers moi tellement c'est lourd. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire des miracles en termes de consommation avec ces roues là. Galère à tourner là. Alors, ouais bon ça c'est toujours la cata avec ces roues. Ouais, 76 grammes à l'extérieur et encore pire à l'intérieur, 93. Heureusement c'était la pire de toutes. Je vous ai dit que c'était lourd, hein, je crois.
Et ça change de style. On va faire un petit comparatif qui va, je pense, s'avérer assez cruel pour mes nouvelles roues. Là, on est à 24,5 kg pour la montre d'origine. Là, au bas mot, on est à 5 kg de plus, entre 5 et 10. 33,2 kg. Donc, ouais. Ça fait une grosse différence. Je vous propose maintenant qu'on passe un peu de temps dans l'habitacle. Il y a deux problèmes pas très importants, mais que j'aimerais bien régler parce que c'est pénible. Et qui concernent des trucs dans cette porte. Le système de lève-vitre, qui fonctionnait bien au départ, a décidé que finalement, il allait commencer à m'emmerder. Voilà. Il bloque en montée et en descente. C'est pas bon. Et j'avais remarqué aussi que... Voilà, là je suis avant et à gauche. Il n'y a pas de son. Visiblement c'est un problème assez répandu sur ces voitures qui est dû à un souci de conception sur la façon dont la flotte est évacuée de la porte. Parce que ça ruisselle toujours un peu à l'intérieur. Et bon, apparemment, ça crame l'enceinte. Donc je vais aller regarder ça après avoir tout démonté. Et voir si j'arrive à faire quelque chose pour ce système de lave-vitre. Parce que c'est chiant là. Surtout que la clim ne fonctionne pas pour l'instant. Ouais, ça pourrait expliquer les petits problèmes de fonctionnement. Donc j'ai enlevé toutes les parties effilochées et j'ai remonté ça aussi bien que j'ai pu en lubrifiant. Et j'ai même cru que j'avais pas perdu mon temps. Ouais, ça a pas duré bien longtemps. J'aurais peut-être plus de succès avec la problématique audio. Ouais, oui, il est mort. Hein. Le cône s'est déchiré de toute façon, donc il est cuit. Heureusement, il y a quelques temps, un certain Fred m'avait fait don d'une paire de haut-parleurs dans la bonne dimension, donc on va peut-être pouvoir s'en arranger. J'ai soudé le connecteur d'origine directement sur l'épaule des nouveaux haut-parleurs. Ça évitera d'avoir à charcuter le faisceau de la voiture. Et après avoir joué de la disque, j'ai même pu les réinstaller sur les supports d'origine. Et bon. Et comme on était dans le coin, on avait d'autres trucs à régler par ici. La commande de boîte qui gigotait dans tous les sens et qui gênait l'extraction de la clé notamment. Je vous confirme ce que vous soupçonnez, ça fait un peu mal.
Je sais pas si les plastiques qui craquent peuvent être considérés comme de l'ASMR, mais ici vous devez en avoir pour votre argent si vous aimez ça. Le faisceau pour le mode de tractage, il est coupé en deux. Donc, on réparera ça en même temps. Voilà. Il a déjà été réparé. Voilà. Je ne préfère pas m'engager sur ce terrain, mais c'est assez pitoyable. Comme la commande est maintenant intégralement démontée de la voiture, on va pouvoir vérifier ce qu'on peut y faire et trouver l'origine du problème déjà. Bon bah ça a été assez vite fait, en fait le ressort de rappel est simplement cassé en 1000 morceaux à l'intérieur. Donc dans mon stock de pièces qui servent à rien dans 99,99% des cas, j'ai trouvé des ressorts dont certains fonctionnent bien ensemble, donc j'ai remplacé celui qui est cassé par une paire qui fonctionne super bien dedans. Ensuite j'ai rallongé le faisceau qui était coupé pour être certain qu'il ne soit pas soumis aux mêmes contraintes que précédemment. Et voilà un autre truc qu'on aura réparé avec succès sans que ça nous coûte rien. Maintenant quand le levier est lâché, l'afficheur indique bien que la sélection est verrouillée. Pareil pour le tow mode qui fonctionne exactement comme il devrait. Et cerise sur le gâteau, le soufflet qui était déchiré précédemment. J'en ai retrouvé un neuf pour 3 fois rien. Ouais, je sais, on se croirait en plein cours de SVT. Allez, un petit dernier truc en caoutchouc à enfiler dans un endroit vraiment très étroit. Voilà qui devrait encore plus semer le trouble quant aux 417 000 km de la voiture. Sauf que pour que ce soit convaincant, faudrait vraiment qu'on retrouve une clim fonctionnelle, donc je vais déjà commencer par remplacer la bouteille déshydratante et tous les joints que je trouve à côté. C'est toujours pénible lorsqu'on reçoit les pièces qui sont pas tout à fait les bonnes. Est-ce que vous avez remarqué la petite subtilité par rapport à la pièce d'origine ? Ouais, pas la bonne orientation pour la canalisation, mais bon, en discutant un petit peu, en négociant et en la balle traitant, j'ai réussi quand même à faire quelque chose. Il restait encore 2-3 joints cachés derrière la calandre. Et finalement j'ai décidé qu'un tuyau de haute pression contrarié dans un circuit de clim c'était moyen, donc j'ai commandé une autre bouteille qui, je l'espère, aura la bonne orientation. On a de quoi s'occuper ailleurs de toute façon, donc je vais essayer de virer un peu de cambouis du compartiment moteur, et sur le trajet vous constatez que j'ai toujours mes défauts d'allumage intempestif de voyant.
puisqu'on est là, autant aussi essayer de décaper l'intérieur du bas de caisse. Maintenant je comprends pourquoi il y a des trous dedans, ça doit être d'origine, c'est simplement des accès pour le nettoyage. Putain, c'est sérieux. Et même si le cycle de lavage est toujours trop court par rapport à l'argent qu'on y met, on a quand même obtenu un petit résultat. Au moins maintenant on arrive à voir la couleur de l'aluminium. Outre l'attrait esthétique, c'est aussi pour pouvoir voir s'il y a des suintements existants ou si c'est du cambouis qui existe parce qu'elle a 420 000 km. Et en parlant de trucs bien rodés, tiens. Je me souviens plus, je vous ai déjà parlé d'Ovoco. Je déconne. Bien sûr que je vous ai parlé d'Ovoco, ça tient presque du harcèlement à ce stade. C'est que le projet qui va suivre celui-ci, et celui-ci aussi d'ailleurs, me mettent un peu dans la mouise financièrement parce que je peux pas compter sur mon fournisseur de pièces de rechange habituel, étant donné que les pièces sur ce genre de voiture, c'est vraiment pas des trucs qu'on trouve en Europe. Donc c'est commande à mes frais outre-Atlantique et ça coûte vite cher. D'où les placements de produits Ovoco pour pouvoir m'en sortir. Donc j'ai commandé à mes frais des pièces chez eux. Quand j'achète la voiture, en général, je regarde sur le site s'il n'y a pas des pièces un peu rares ou onéreuses, difficiles à trouver, qu'ils n'auraient pas référencé pour pas très cher. Et assez régulièrement, je trouve des trucs pas mal. Je me suis dégoté une pièce qui va peut-être me servir pour m'aider à régler un problème un peu pénible, mais pas très grave en soi. Le voyant urgence frein, enfin niveau de liquide de frein. Pareil pour le voyant d'alternateur. De toute façon, j'ai l'instrumentation analogique qui m'indique que niveau tension, il n'y a pas de problème. Je me suis trouvé aussi un rétroviseur électrochrome qui n'a pas coulé. Le mien est bon, mais bon, j'en ai un d'avance et si je veux, je peux très bien le brancher sur une autre voiture. Il y a en plus le compas, ce qui est marrant, j'aime bien. Ça sert à rien, mais c'est kitsch. Et donc un compteur de rechange. Et pour rappel, les frais de retour sont toujours compris dans les prix d'expédition. Et là, ça m'a coûté, je crois, 8,60 €, un truc comme ça. Et pour une fois, ça venait d'une casse en France. Ça devrait déjà m'aider à distinguer si c'est un problème de la carte ou autre, ou si c'est simplement un problème sur le faisceau de la voiture. Ça peut être les deux. Et il y a d'autres problèmes qui sont assez fréquents, les moteurs d'aiguille, et puis l'afficheur central pour la vitesse engagée, le kilométrage, etc. Et soyez pas cons comme moi, parce que j'ai passé la commande et j'ai oublié d'utiliser mon propre code promo. Donc je vous le remets là, et pensez-y. Pour en profiter, vous passez donc par lual-ovoco.fr/creator/gasoline et vous utilisez le code promo gasoline. On va pas perdre plus de temps et déposer le combiné d'origine pour faire l'échange. Il a beau avoir une vitre fracassée, pour l'instant il a l'air de fonctionner convenablement. Normalement c'est bon. On a ce qu'il faut. Il reste plus qu'à aller rouler pour voir si ça se manifeste de nouveau. Il fonctionne très bien ce compteur. Toute l'instrumentation est bonne. J'ai pas eu de voyant d'allumage particulier pour l'instant, donc je ne sais pas trop. Si c'est vraiment le compteur, en tout cas, il suffira ensuite d'interchanger la partie centrale avec le totalisateur kilométrique, puisque je ne veux pas d'une voiture qui a 187 000 bornes, moi ça ne m'intéresse pas. Finalement, après avoir suffisamment parcouru de kilomètres, j'ai bien eu le même problème qui s'est manifesté, donc on va prendre quelques mesures avant de remettre en place notre ancien combiné, vu qu'a priori il n'est pas en faute. Comme toutes les valeurs sont bonnes et qu'elles varient pas en bougeant la fiche dans le combiné, on peut décréter que le problème se situe ailleurs. On va pouvoir tout remonter, mais quand je dépose ce genre de pièces, j'aime bien en profiter pour les rafraîchir un peu. J'ai été chercher de la tôle. Vous savez ce que ça implique? Qu'on va s'occuper du plus gros problème de la voiture actuellement. Non, pas le petit drapeau américain collé sur le haillon, mais plutôt les trous béants dans les bas de caisse.
Et oui, je sais, j'ai des pieds bizarres. Ça va avec le reste. Maintenant, on va voir si on arrive à former la tôle avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle fait 0,8 mm d'épaisseur, donc c'est déjà un beau morceau pour de la carrosserie. Comme j'aime moyennement faire des amorces de découpe pour aider au pliage, je raye juste fermement la tôle avec un tournevis. Ça peut suffire à guider le pliage. Et malgré mes doutes sur la méthode, ça a plutôt bien fonctionné. On devrait être très proche de la forme d'origine. Et là, je chipote presque parce qu'on voit très peu le morceau une fois le marchepied remonté. Évidemment, j'ai plié une seule longue tôle, histoire de pouvoir faire les deux côtés en même temps, puisqu'ils sont symétriques. Évidemment, comme après on n'aura plus trop accès, j'ai passé un convertisseur de rouille. Enfin, c'est pas que un convertisseur, c'est le produit de chez Coleris qui permet aussi de laisser une bonne couche de protection. Comme vous êtes nombreux à vous aussi bricoler, vous vous reconnaissez sûrement dans mon état d'esprit au moment d'attaquer le chantier. Il y a 174 outils à sortir du garage et on en aura besoin de 48 autres plus tard. Oui, plus tard. Parce qu'il y a un truc qui changera jamais beaucoup malgré des années et des années de pratique. C'est l'optimisme dans l'évaluation du temps requis pour réaliser une opération. Et évidemment, cette journée ne fera pas exception. Évidemment, on protège l'intérieur de la tôle qu'on va souder et on peut donc utiliser la bombe cuivrée qui préserve la continuité pour souder et qui résiste bien à la chaleur. Je me suis dit qu'en déposant l'arrêt de porte, je pourrais l'ouvrir plus et faciliter l'accès, sauf que les charnières vont pas plus loin. C'était bien tenté. Allez, les machines entrent en action, c'est le moment de pas se foirer. J'ai fini d'ajuster et de pointer la tôle et je confirme que le pliage était franchement pas mal. J'ai l'impression que c'est surtout à cette étape que l'expérience joue. On apprend à prendre le temps de pas se foirer sur la partie dimensionnelle et ça évite de s'insulter plus tard au moment de se rendre compte qu'on a un écart de 2 mm à combler avec le poste à souder. Ça se fait, mais c'est long, chiant et moche. Puisque j'ai toujours des remarques à ce sujet, oui, je soude au fil fourré, et donc non, il n'y a pas besoin de buse sur la torche. Pourquoi? Parce que souder au gaz, ça me fait chier pour des raisons pratiques, et puis franchement, j'aime bien la simplicité de cette méthode, et jusqu'à présent, j'ai toujours été satisfait des résultats pour mes projets. Allez, on ferme le côté droit maintenant. Voilà qui clôture le travail de soudure. D'après l'horodatage des fichiers, j'ai commencé à 9h30 et fini à 15h. C'est très long, mais il faut dire que j'ai perdu pas mal de temps après avoir constaté que la corrosion s'étendait un peu plus loin que je le pensais. Et c'est privé de meulage que vous allez assister à la clôture de cet épisode avec en bonus une confession. Et je pensais que j'allais plier le projet en un épisode. Allez, à la prochaine, le temps que je reçoive mes pièces. Ciao!